Alexandre, tu représentes une force vive de 20... C'est-à-dire... Pardon, je vais rephraser peut-être. Tu simules l'intelligence collective du groupe Covea qui a plusieurs structures d'assureurs mutuels, l'équivalent de 26 000 ou 25 000 employés environ, ce qui est un très grand chiffre. Et également du côté de Tetra Pak, qui est une structure qui est très distribuée, qui est dans peut-être, j'imagine, une centaine de pays, qui est le leader en Europe ou le leader... Oui, c'est ça. On est présent dans 170 pays, on a 24 000 collaborateurs, donc un petit peu comme vous. Et on est le leader mondial des emballages alimentaires. Voilà. Et donc ça va être intéressant, parce qu'évidemment, les emballages ont été un peu dans l'actualité ces derniers temps. Il y a des mouvements qui se mettent en place. Il y a une prise de conscience sociétale par rapport aux emballages. Et on va voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Oui, mais du coup, je commence avec toi, Stéphanie. Votre président a déclaré que d'ici 2030, vous serez 100% emballage complètement tout recyclé. Votre dernière nouveauté, tu peux un petit peu nous en parler sur ce sujet précis, puis après, on ira au-delà du thème de la responsabilité au sens produit. C'est vrai qu'on parle beaucoup de recyclage aujourd'hui, c'est à la mode, on parle aussi beaucoup d'emballage. On a lancé récemment en fait, un emballage 100% renouvelable. Et la renouvelabilité, c'est important pour nous parce que ça veut dire que les ressources qu'on utilise sont renouvelées, comme son nom l'indique. Et en fait, cet emballage, il est composé en grande partie de carton. Le carton vient des forêts et c'est un carton qui est certifié FSC, Forest Stewardship Council, ce qui veut dire en fait que ces forêts sont gérées de manière durable sur le plan économique, social et environnemental. Donc les arbres sont replantés, les populations peuvent vivre des forêts, on respecte la biodiversité, enfin, il y a beaucoup d'éléments dans ce label. Et par ailleurs, cet emballage, donc il y a du carton, il y a aussi du plastique biosourcé, c'est-à-dire qu'il est issu de la canne à sucre. Et ce qui nous permet en fait d'avoir un emballage extrêmement avec un impact environnemental faible, respectueux de l'environnement, dans la mesure où il est issu de matières végétales et donc renouvelables. Okay, donc c'est une responsabilité à plusieurs niveaux, même déjà dans ce cas-là, quoi. Absolument. Mais en fait, chez Tetra Pak, la responsabilité, il y a beaucoup de définitions. On travaille beaucoup sur la notion d'économie circulaire. Et donc, c'est-à-dire de l'amont, la renouvelabilité, ce dont je viens de parler, jusqu'à l'aval, au recyclage. Et entre les deux, on propose aussi un certain nombre de machines qui permettent à nos clients de réduire leur impact environnemental, parce que Tetra Pak, c'est à la fois des emballages, c'est aussi des machines de traitement des aliments, c'est-à-dire des machines qui permettent de faire du fromage, de faire de la crème glacée, de faire des cosmétiques même. Et on travaille, on essaie d'innover pour réduire la consommation d'eau, pour réduire la consommation d'électricité. Et donc l'économie circulaire, c'est ça, c'est vraiment prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit, du début de la forêt, de la canne à sucre, jusqu'à la fin, jusqu'au recyclage, qui est évidemment un volet important, et c'est aussi pour ça que nos emballages sont entièrement recyclables dès lors qu'ils sont triés. Et peut-être, Alexandre, donner un peu de background aussi sur ton aventure au sein de Covea. Oui, alors la canne à sucre chez Covea, en fait. Alors là, j'en profite aussi pour voir qui est-ce qui est assuré dans une des trois marques. Donc, je vous rappelle MAF, GMF, MAF, pour avoir un petit test. Voilà, qui est assuré chez Covea, en fait. Bon, bah écoutez, je pense que je vais arrêter là parce que. T'es pas venu avec des bulletins ? Voilà. Deuxième test, qui connaît en fait l'origine latine de Covea, en fait. Vous allez voir, c'est un lien avec l'intelligence collective, mais. Donc là, je vous ramène à vos cours de latin. Donc si je vous dis cum ove via, ça vous éclaire forcément. Donc faire la route et grandir ensemble. Voilà, donc ces trois marques qui ont un programme qui est finalement, l'intelligence collective était déjà inscrite dans Covea. Et là, je pourrais vous faire aussi un grand laïus sur les mutualistes et l'innovation sociale qui a été le mutualisme au XIXe siècle. Qui était déjà une forme de collaboratif avant l'heure. Donc c'est ça pour dire en fait que le côté tout est nouveau dans le collaboratif, en fait voilà, le côté anthropologue, sociologue, historien nous ramène au 19e pour dire en fait que c'était pas si nouveau que ça, quoi. Voilà, donc je n'ai pas répondu à la question. Et donc cette notion de responsabilité chez vous, elle est inscrite dans les gènes, dans la culture ou dans les fondateurs, dans la présidence.
Comment ça se reflète? Alors ça, c'est la théorie, effectivement. On pourrait se dire, tiens, des assureurs mutualistes, ils ont une gouvernance mutualiste, avec une gouvernance partagée. En fait, c'est pas si simple que ça, et comment dire, malheureusement, tout n'est pas dans les textes. Il y a des comportements et qui ne sont pas forcément à la hauteur du mutualisme, d'où en fait la nécessité de faire appel à des personnes comme moi qui viennent apporter ce petit poil à gratter pour faire revivre parfois, parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses là tout à l'heure. Parfois, l'intelligence collective, il faut un peu la ressusciter parce qu'elle est parfois un peu enfouie. Et donc, c'est vrai que c'est une aventure qui a commencé il y a 10 ans. Donc, nous allons fêter les 10 ans. Donc là, déjà, vous voyez, il y a déjà un test de durabilité. Enfin, c'est comme le couple. Passer 7 ans, c'est déjà bien, mais 10 ans, c'est extraordinaire. Et c'est sur ces 10 ans, c'est en fait une aventure qui a démarré en fait sur un pari. Alors, j'en étais pas l'auteur. En fait, c'est Bernard Lévesque qui était à l'époque. Et qui avait fait finalement un pari qui était de faire une expérimentation. J'anticipe une question que tu vas me poser en fait sur le test and learn. En fait, c'était prendre 40 managers pour dire, et si on faisait un truc, sachant qu'ils ne savaient pas encore trop, qui parlait d'intelligence collective ou qui parlait de co-responsabilité, pour voir ce que ça donne en fait. Et de ces 40 personnes qui ont constitué les groupes constitutifs, il y a aujourd'hui, en fait, ils sont 1300 à être passés par ce parcours qu'on appelle le co-développement. Est-ce que je peux le montrer? Oui, écoute. Je crois que je l'ai là. Alors, on va juste s'écarter un petit peu. J'ai intégré. Donc là, il y a un effet suspense. Oui, alors ça, il y a un côté alvéole, en fait. Donc certains reconnaîtront le côté abeille, en fait. Voilà, c'est la métaphore des ruches, du travail, le collaboratif. Bon, vous avez en fait là, c'est comment dire, un panneau que nous avons fait pour un truc qui s'appelait le campus de l'innovation managériale. On a essayé de résumer en une page, en fait, cette expérience qui est l'expérience du co-développement. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est surtout le fait que ça dure encore. Et surtout, un truc étonnant et qui va parler de la co-responsabilité, qui est qu'il y a encore il y a 600 personnes qui sont engagées dans ce processus. Et surtout, il y en a 350 qui sont en autonomie. En autonomie, ça veut dire qu'en fait, ils se réunissent tous les mois, en fait, sans forcément la présence d'un coach. Voilà, et surtout, la direction générale nous a laissé la possibilité de continuer. Donc, ils ont dû considérer que ça devait avoir un effet. Après, nous nous sommes attachés à documenter tout ça. Nous avons mené des études très poussées. Vous avez des pourcentages, en fait, qui sont là déjà pour rassurer les dirigeants. Mais plus que ça, c'est vrai que c'est, on a 3 à 4 années de génération d'études qui nous montrent à quel point ce processus peut avoir un impact singulier sur ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Et il y a certains chiffres qui sont donnés là qui nous font dire que c'est quand même a priori précieux et ça nous laisse la possibilité de continuer. Mais du coup, j'ai une question. Comment ça s'est mis en place et traduit dans l'organisation? C'est finalement des agents de changement qui ont été un peu disséminés dans l'organisation? C'était un processus de volontariat? Comment ça s'est opéré? En fait, au départ, c'est 40 volontaires, plutôt des cadres sup managers, qui se sont lancés dans une expérience pour dire, et si on faisait une expérience d'intelligence collective? À l'époque, on avait, nous sommes allés chercher la méthode de co-développement, donc plutôt des managers entre pairs pour essayer de se co-développer, pour voir ce que ça a donné. Et ça a tellement essaimé, ça a tellement plu que ça a cru. Et donc, c'est vraiment il y a un côté essaimage. Et viralité, quoi. Enfin, ça, oui, finalement... sans forcément une stratégie. Donc, s'il y a des informaticiens, il n'y a pas de stratégie de déploiement, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan. Tout ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a effectivement une croissance organique. Ça se répand. Et on est certainement, mais je m'arrêterai là, on est certainement là en plus à un point d'équilibre du point de vue du co-développement pour passer à autre chose. Mais je laisse un peu de suspense pour que on puisse me poser une autre question, quoi. Et si du coup on revient à Tetra Pak sur un sujet du coup plus extérieur, au-delà de vos propres produits, qu'est-ce que vous faites finalement pour traduire très concrètement
votre marque comme un nouvel acteur de la société au sens large du terme? C'est vrai qu'on vient sur la notion de responsabilité qui a beaucoup de définitions. On a parlé de l'économie circulaire, il y a aussi, je parlais du geste de tri. Pour que le recyclage fonctionne, encore faut-il savoir qu'il faut trier, dans quel bac mettre votre brique de lait ou votre brique de jus. J'espère que, d'ailleurs, est-ce que vous savez dans quel bac on met la brique? Vos emballages? Ouais, c'est la poubelle jaune, tout à fait. Mais c'est bien, on est tous adultes. Et maintenant, on peut aussi parler aux enfants, par exemple. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec... on a développé en fait une application qui s'appelle Tetra Pak Cartoons, qui est une application ludique avec des petits personnages, des vidéos, des quiz qu'on a conçus notamment avec les Incollables, que vous connaissez peut-être. Et l'objectif, enfin l'idée, c'est que sur des emballages de lait ou de jus de fruits, aujourd'hui on les retrouve par exemple sur Lactel Max, on télécharge l'application, on scanne l'emballage et on a en réalité augmentée ces petits personnages qui s'animent autour de la brique, qui vous proposent de répondre à des questions autour du recyclage. Sur l'application, vous pouvez accéder à un certain nombre de vidéos pour voir finalement d'où vient votre brique, qu'est-ce qu'elle devient, pourquoi est-ce qu'il faut trier. Parce que ça aide aussi de comprendre ce qu'elle devient après. Donc une brique, ça devient des mouchoirs, ça devient du papier, ça peut même devenir du mobilier urbain. Et oui, donc c'est pour ça que c'est important de trier et c'est important de le faire savoir. Donc la notion de pédagogie et de pouvoir utiliser aussi les moyens digitaux qui sont à notre disposition aujourd'hui, parce que c'est une vraie opportunité, c'est hyper important pour nous. Un autre point... Si on change d'échelle, mais peut-être que Raphaël avait une question. Oui, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension de transformation. 2030, ça peut paraître très loin, mais en même temps, c'est là, vu que ça concerne pratiquement 100% de votre business. Comment gérer ce temps qui est à la fois long et à la fois court? Parce que gérer une telle transition, et du côté de Covea, je ne sais pas si vous en avez des transitions profondes, à part celle qui est évidemment évidente, qui est le digital. C'est-à-dire que vous êtes en transformation digitale de facto avec l'attente des clients qui change, qui évolue et qui justement cherche des nouveaux repères, du nouveau sens, et peut-être faire le point entre vous. Alors, juste pour revenir sur l'objectif de 2030, c'est pas 100% d'emballage recyclé. Si on arrive à 40%, ça serait déjà super, hein, parce qu'on a encore un petit peu de travail. C'est 40% dans le monde, hein, en comprenant des pays en développement où évidemment les enjeux sont plus compliqués. Mais d'ici 2030, c'est 100% d'énergie renouvelable. On souhaiterait avoir 100% d'énergie renouvelable d'ici peu de temps, hein, 12 ans, effectivement, c'est un temps court. Ça passe par l'innovation, ça passe par un changement des mentalités. On a cet objectif 2030. D'ici 2020 aussi, on a un certain nombre d'objectifs, notamment d'avoir tous nos emballages certifiés FSC. On est à 99%, donc ça approche. Et voilà, donc ça passe par l'innovation, par les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et la communication, parce que ton rôle au sein de Tetra Pak est la communication externe et interne. Et du coup, si toi, en tant que communicant, tu ne joues pas ce rôle stratégique. Donc, lors de ma sélection de speakers, j'ai pu appeler différentes organisations et j'ai assisté à un mouvement clair d'une com opérationnelle à une com stratégique, que ce soit vers l'extérieur ou que vers l'intérieur. Et je trouvais frappant que Tetra Pak vienne sur Knowledge Tour, parce que pour moi, c'est de la communication stratégique qui n'est pas juste métier, enfin, qui vient plus loin, qui vient vraiment en résonance avec la marque, mais surtout en résonance avec les attentes des consommateurs qui se posent vraiment des questions qui sont stimulés par les médias aussi notamment. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'idées reçues aujourd'hui autour des emballages, autour du plastique. Par exemple, je crois qu'un consommateur sur 2 pense qu'on rajoute dans le lait ou dans le jus des conservateurs pour que ça puisse durer 6 mois. Alors qu'en fait, non, c'est une technologie de stérilisation du produit qui fait qu'on n'a pas ajouté de quoi que ce soit au jus ou au lait. C'est pour ça qu'il peut durer suffisamment longtemps. Donc il y a un vrai travail d'éducation en externe. Évidemment, la communication est importante à la fois pour les consommateurs, pour faire savoir
leur faire comprendre que l'emballage est important, parce que finalement, l'emballage, c'est le premier contact qu'on a avec le produit, c'est la première chose qu'on voit, et ça nous est tous arrivé de choisir un produit parce qu'on trouvait l'emballage plutôt sympa. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on choisisse le produit parce que l'emballage est plus respectueux de l'environnement. Parce que finalement, une fois que le produit est fini, ce qui reste, l'emballage devient un déchet. Et le fait d'avoir des emballages qui viennent de forêt, ou même qui viennent de canne à sucre, alors tous nos emballages ne sont pas encore 100% renouvelables, même si on y travaille, c'est quelque chose qu'on voudrait que les consommateurs intègrent dès le départ. Et puis après, il y a la communication interne, qui est aussi extrêmement importante, puisque ça nous permet, je pense que quand on est une entreprise perçue comme responsable, ça présente vraiment des avantages à la fois pour motiver les collaborateurs, pour les garder, pour leur donner envie de travailler pour l'entreprise, et puis aussi pour attirer les gens, parce que je pense qu'aujourd'hui on est de plus en plus en quête de sens, on a envie de travailler pour quelque chose, une entreprise dans laquelle on croit. Et c'est vrai que je faisais encore passer des entretiens il n'y a pas très longtemps pour des jeunes de 25 ans. La première réponse quand je leur demande pourquoi est-ce que vous voulez venir travailler chez nous, parce que vous êtes une entreprise, vous recyclez, à cause de tous ces engagements environnementaux qu'on prend et qu'on réussit à communiquer aussi en externe. Transformation, Covea. Donc, tu as réussi à me poser la question sur le digital. Digital, ce qui me rassure, c'est qu'il y a le doigt, en fait. Hein, donc, c'est vrai que moi, le digital, c'est la question du contact. Voilà. Et donc, du coup, pour faire une synthèse avec tout ce qui a été dit, l'intelligence artificielle s'invitant dans la partie, c'est vrai que nous n'échappons pas à cette logique où il y a beaucoup de choses qui vont être dématérialisées, qui sont déjà dématérialisées, qui vont être automatisées. Mais c'est une excellente nouvelle pour des assureurs mutualistes qui veulent miser la valeur de l'expérience client sur le contact et sur la qualité relationnelle. Donc c'est du pain béni pour des gens comme moi qui n'arrêtent pas d'asséner que la qualité relationnelle est source de performance et que l'ambition, c'est que si je comprends bien, la posture, c'est vous risquez justement de ne pas dématérialiser ou de supprimer les guichets physiques et au contraire de justement renforcer le lien humain. Alors je ne sais pas parce que je ne suis pas dans les hautes sphères de la stratégie. Moi, je suis un humble accordeur en organisation, comme diraient certains. En fait, moi, la partition m'intéresse peu, mais ce qui est certain, c'est que j'ai en tête en fait l'expérience de Toyota, par exemple, qui, dans certains cas, effectivement, est revenu à des cas où il a supprimé certaines machines parce que finalement, l'automatisation avait un impact sur la valeur. Oui. Donc, c'est intéressant de voir, en fait, arrêtons, et là je rejoins ce qui a été dit, c'est arrêtons d'être, comme dirait Václavic, dans l'ultra-solution avec l'ultra-automatisation. Tout se passe, je reviens, ça c'est le credo, tout se passe sur le terrain, dans le contact, et un contact c'est singulier, c'est un contact humain avec un visage, avec le visage au sens de Lévinas, là il y a quelque chose qui se crée, et ça c'est vrai que c'est une interaction qui se crée avec un visage, le visage que je perçois au travers de Skype, c'est pas le même que celui que je perçois ici, là dans l'interaction, quoi. Donc, au risque d'être un peu vieux jeu, j'ai envie de dire, il faut vraiment, valoriser ces moments de contact physique, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en tient pas compte. Donc là, on a beaucoup de gens qui sont des spécialistes de parcours client, qui vont effectivement voir comment tout ça s'intègre avec des interactions physiques, des interactions humaines. Mais vraiment, nous, notre point, c'est de regarder effectivement qu'est-ce qui se passe dans l'interaction et qu'est-ce qu'on peut observer. Et surtout de ne pas aller trop vite en généralisation, parce que là, la pire des choses, ça serait de généraliser, d'aller trouver des grands enseignements. En fait, rester au contact du terrain, quoi. Ouais, donc c'est le sujet de finalement remettre la place de la machine à sa place et notre place aussi, et de voir s'il y aura des effets de balancier peut-être. Hein. On est peut-être là parfois dans des discours tout machine, mais ça sera certainement la complémentarité. J'ai une dernière question pour Tetra Pak à l'échelle plutôt mondiale, là, si on dépasse notre territoire. Est-ce qu'il y a une action, une initiative, notamment en Inde, je crois que tu m'en avais parlé, qui du coup est aussi assez signifiante de vos actions?
C'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'en tant que leader, on a aussi la capacité de nouer des partenariats et d'être présent partout dans le monde. Et en Inde, par exemple, on travaille on a mis en place avec l'armée indienne un certain nombre de points de collecte de nos briques pour permettre à tous les consommateurs, enfin dans un premier temps évidemment aux militaires, mais aussi aux ONG, etc., de venir déposer leurs briques dans un point dédié pour qu'ensuite elles puissent être traitées et recyclées comme il se doit. Parce qu'en Inde, il y a des vrais soucis sur les infrastructures de recyclage qui n'existent que très peu. Et l'année dernière, on a accompagné également l'ouverture d'une usine de recyclage dans le nord-est de l'Inde, avec toutes les implications en termes d'emploi, de bénéfices en fait, pour la région que ça implique. Et c'est vraiment la volonté de Tetra Pak de pouvoir aussi accompagner les communautés sur ce qu'on sait faire, d'apporter une expertise, parce que ça fait plus de 60 ans qu'on travaille sur ces sujets. Vous avez documenté les bonnes pratiques par rapport à ça ? Est-ce que ça a été documenté? Parce que si vous avez quelque part, c'est de la connaissance ouverte, pour que ça puisse être répliqué, en fait, ce modèle de... Oui, alors Tetra, tout à fait. On travaille beaucoup sur l'innovation, sur ces sujets-là, et on publie régulièrement des livres blancs, des recherches sur un certain nombre de sujets, que ce soit sur le recyclage, mais aussi... ça peut être sur le jus, sur le lait, sur beaucoup de choses, pour mettre à la disposition de tout le monde, enfin, ils sont accessibles sur notre site internet, les connaissances et les recherches qu'on mène sur des sujets de société. Ouais. Mot de la fin. Oui, en fait, je voulais vous lancer une invitation là, pour les 10 ans du Codev. Donc on va faire ça à la fin de l'année. Je me dis que ce serait intéressant qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent, voilà, parce que ça va être un temps de célébration pour marquer en fait un passage d'un point de bascule, parce que c'est vrai que là on est arrivé à 1300 sur 3000, ça commence à être un point de bascule, et là on va passer en fait, donc là je fais une petite page de pub pour éventuellement revenir en 2019, passer du co-développement à la co-dynamique d'équipe. Certains s'y reconnaîtront dans la salle. En fait, on travaille le collectif au niveau entre pairs, mais vraiment l'enjeu maintenant, c'est de travailler l'équipe et le département en fait. Et ça m'a rassuré parce que j'ai lu un article ce matin dans HBR qui disait que les jeunes générations, les générations Z, en fait, ne venaient pas pour une entreprise, mais venaient pour une équipe. Donc je me dis, c'est peut-être pas mal de travailler finalement la dynamique, la co-dynamique d'équipe. Voilà, donc je vous raconterai l'histoire l'année prochaine. Merci. Super. Merci à vous. C'est l'année prochaine, le prochain Knowledge Tour, tu vois, il l'a dit. Hein. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup.